Été 1976. Les Américains fêtent le bicentenaire de leur indépendance. Le président Ford, en pleine campagne électorale, est menacé par Jimmy Carter, le gouverneur de l'État de Géorgie, alors pratiquement inconnu. Littéralement plébiscité, ce dernier finira par accéder à la Maison-Blanche. Au Royaume-Uni, la reine reçoit la démission de son Premier ministre, Harold Wilson. Et Margaret Thatcher, leader du Parti conservateur, s'affirme déjà comme la dame de fer qui va révolutionner la politique britannique. La Chine porte le deuil de son chef, Mao Tse-tung. Aux États-Unis, la dernière exécution remonte à 10 ans. La Cour suprême avait aboli la peine de mort, se référant aux termes de la Constitution qui prohibait les châtiments cruels et contre nature. Cet équipement semble aussi incongru à l'époque que les chambres de torture de l'Inquisition. Mais une brusque escalade de la violence va faire céder la Cour suprême sous la pression de l'opinion publique. La peine de mort est rétablie dans certains États. Nous sommes en 1976. Le débat sur la peine de mort rebondit tout à coup. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un condamné à mort insiste pour subir le châtiment suprême. Je les ai pris au mot lorsqu'ils m'ont condamné à mort, exactement comme s'ils m'avaient condamné à 10 ans ou 30 jours de prison. Je croyais qu'on était censé les prendre au sérieux. Je ne savais pas que c'était une blague. Son nom est Gary Gilmore. Fils d'un voleur récidiviste, il vient de Portland dans l'Oregon. Gary a commencé à voler dès l'âge de 10 ans. À 14 ans, il est envoyé en maison de correction. Loin d'être remis dans le droit chemin, il devient un délinquant endurci. Il fait des séjours réguliers en prison et se voit condamné à 15 ans de réclusion pour vol à main armée. Il a alors 22 ans. Cet homme n'est pas un truand ordinaire. À 36 ans, il a passé exactement la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il est doué d'une intelligence supérieure, possède une grande érudition et un réel talent de dessinateur. Mais il développe parallèlement une forte tendance à l'autodestruction. Durant son séjour à la prison d'État de l'Ohio, il fait 16 tentatives de suicide, dont une en avalant des lames de rasoir, et il tentera par 2 fois d'amener d'autres détenus à un suicide collectif. Remis en liberté conditionnelle le 9 avril 1976, il va vivre chez son oncle et sa tante dans l'Utah. Là, il trouve un emploi dans une usine et rencontre Nicole Baker, âgée de 19 ans, déjà mariée 3 fois et mère de 2 enfants. Gary s'installe chez Nicole. L'apparence juvénile de la jeune femme l'attire terriblement, comme le prouvent ses dessins fort achevés qu'il fait d'elle. Très vite, ils se disputent. Gary se remet à voler et Nicole le trompe. Plusieurs fois, Gary menace de la tuer. Le 13 juillet, il la jette dehors. Nicole disparaît alors totalement. Gilmore devient obsédé par l'idée de la retrouver et ses menaces se font plus précises. Le 19, il se rend chez la mère de Nicole pour y récupérer un fusil volé dont il lui avait fait cadeau. Puis il pénètre dans cette station-service.
Max Jensen, étudiant en droit, marié et père d'un enfant, y travaille. Le menaçant de son fusil, Gilmore s'empare des 125 $ de la caisse, puis lui ordonne de se coucher face contre terre. Là, il pose l'arme sur la nuque de Jensen et tire 2 coups. Il dira « Celui-ci est pour moi, celui-là pour Nicole ». Le lendemain, il commet un autre meurtre. Cette fois, il s'agit du gérant d'un motel, Benny Bushnell. Là encore, il abat sa victime d'une balle dans la nuque, après avoir réuni tout l'argent qu'il peut trouver. En voulant se débarrasser de l'arme, il se tire accidentellement une balle dans la main. Le mécanicien d'un garage proche remarque le sang et alerte la police. Gilmore est arrêté après une brève poursuite. Lorsqu'elle apprend ce qui s'est passé, Nicole déclare « Il les a tués au lieu de me tuer moi ». Après avoir tenté de nier, il avoue avoir commis les meurtres. La seule chose qui semble l'intéresser à présent, c'est de voir Nicole aussi souvent que possible. Son procès a lieu à Provo, en octobre 1976. La défense ne fait comparaître aucun témoin et il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Une deuxième audience est ouverte pour décider de sa peine. Là, ses avocats font leur possible pour lui éviter la peine capitale, comme le remarque Ronald Stanger, qui défendra Gilmore plus tard. Gilmore est le pur produit de notre système institutionnel. Depuis l'âge de 14 ans, il était placé sous la responsabilité du système de réinsertion. Cela n'a pas marché. Pourquoi cela n'a pas marché avec Gilmore? Voilà la question. Mais le procureur général, Noel Wotton, insiste lourdement pour la peine de mort. Il n'est tout simplement pas réaliste de croire en sa réinsertion. Si on l'avait condamné à perpétuité, il se serait retrouvé comme un gorille dans un zoo. Mais comme pour les gorilles, quelqu'un aurait dû rentrer dans sa cellule pour la nettoyer. Or, Gilmore est dangereux. Les surveillants auraient risqué leur vie. La seule solution logique est de supprimer cet homme. Même le psychiatre, pourtant désigné pour la défense, déclare Gilmore sain d'esprit. Le jury se prononce pour la peine capitale. Gilmore a le choix entre la pendaison et le peloton d'exécution. Il opte pour la fusillade. Ses avocats réussissent à lui obtenir un sursis, mais au lieu de leur en être reconnaissant, Gilmore les renvoie. Il expose dans une lettre son point de vue sur ses avocats, dont il déclare les actes nuls et non avenus. Il insiste sur le fait qu'il est sain d'esprit, intelligent et rationnel, et porte un recours devant la Cour suprême de l'État. Ses avocats, dorénavant désignés d'office, tentent d'expliquer sa décision. Il ne souhaite pas passer le reste de sa vie en prison. Je vous répète ce qu'il a dit au tribunal. Et il me semble qu'il ne se voit pas languir en prison pour le restant de ses jours. Il ne veut pas la perpétuité. L'affaire connaît un large retentissement et différents groupes de pression politiques américains prennent position. Si M. Gilmore est exécuté, cela entérinera résolument ce genre d'acte. À présent, transféré dans le quartier des condamnés à mort du pénitencier de l'Utah, Gilmore engage un nouvel avocat, Dennis Bowes, qui accepte de l'aider à accéder à sa demande. Oui, je crois qu'il sera exécuté, c'est ce qu'il souhaite. Je suis convaincu qu'il ne passera pas toute sa vie en prison. Il défend la requête de Gilmore devant la Cour suprême de l'État. Le 10 novembre, son porte-parole annonce. Stay of execution that was previously granted has been denied. The appeal that came Le sursis précédemment obtenu par les avocats de Provo vient d'être rejeté. Has been vacated, and that it appears that the Et donc, il semblerait que la date fixée pour l'exécution demeure celle ordonnée par le juge de district. Mais le lendemain même, le gouverneur de Utah accorde un nouveau sursis afin de permettre à la commission du droit de grâce d'examiner l'affaire plus précisément. À l'origine, l'exécution était fixée pour le 15 novembre. Gilmore décide de devancer les discussions et avale des somnifères. Il est transporté d'urgence à l'hôpital pour y subir un lavage d'estomac.
Sa femme, Nicole, qui lui avait procuré les somnifères, est également retrouvée dans le coma, victime d'une overdose de somnifères. Elle tient serrée sur sa poitrine une photo de Gary. Tous deux seront sauvés. Cette double tentative de suicide ressemble plus à une mise en scène théâtrale qu'à une véritable volonté de se donner la mort. Alors qu'une armada de voitures de police l'escorte vers la prison, Gilmore, enchaîné au shérif, déclare amèrement « Pourquoi n'en finissent-ils pas ?» Tout simplement. De leur côté, les autorités pénitentiaires jurent que cet épisode ne se reproduira plus. Si quelqu'un doit tuer Gary Gilmore, ce sera eux. Gilmore fait figure de héros aux yeux des autres détenus. Il demande l'autorisation de téléphoner à Nicole, encore convalescente, mais sa demande est rejetée. Il entame alors une grève de la faim qui durera 25 jours. Terriblement affecté par sa tentative de suicide, son avocat, Dennis Bowes, se retire de l'affaire. C'est désormais l'oncle de Gilmore, Vern D'Amico, qui l'aide à trouver de nouveaux avocats, ainsi qu'un attaché de presse, dans le but d'exploiter au mieux cette histoire qui fait la une des journaux. Le 30 novembre, la commission du droit de grâce se réunit, confrontée à un cas unique dans les annales. Pour la première fois, un condamné revendique le droit non pas de vivre, mais de mourir. Vous êtes une commission qui accorde des privilèges, et j'ai toujours cru que les privilèges étaient des choses demandées, désirées, méritées et gagnées. Or, je ne vous demande rien, je n'attends rien de vous. Je ne mérite rien, je ne suis digne de rien. La commission prend également en compte les nombreux appels à la clémence provenant d'associations humanitaires, religieuses et politiques. Gilmore déclare à leur propos. Ils veulent toujours être à la base d'un mouvement. Mais je ne pense pas qu'ils aient pu faire ne serait-ce qu'une seule chose d'efficace dans leur vie. Je souhaiterais que tous, y compris ce groupe d'abbés et de rabbins de Salt Lake City, cessent de s'acharner sur mon cas. C'est ma vie et c'est ma mort. Les tribunaux m'ont condamné à mort et je l'accepte. Par 2 voix contre 1, la commission autorise l'exécution. La peine de mort imposée à Gary Gilmore ne sera ni commuée ni réduite. Il est ordonné que l'affaire revient de droit au tribunal de l'Utah, seule habilité à prendre les mesures qui s'imposent. Mais l'Union des libertés civiques adresse une requête à la Cour suprême. Pour eux, Gilmore est atteint de maladie mentale. Sa tentative de suicide le prouve clairement. Et un pays qui se dit civilisé n'envoie pas un malade mental à la mort. La Cour diffère à nouveau l'exécution, ordonnant à la juridiction de l'Utah d'exposer ses raisons en faveur de l'exécution. 1 mois après la première tentative de suicide de Gilmore, l'ambulance est de retour. Gilmore a avalé des barbituriques. Cette fois encore, il survit. Les analyses de sang indiquent l'absorption d'une quantité de barbiturique considérée comme mortelle. Cette dose aurait dû lui être fatale. Toutefois, le rapport des médecins signale qu'à prise égale de drogue, 2 individus peuvent réagir différemment. Il semble que M. Gilmore supporte le taux le plus élevé. Le directeur de la prison fut mis en cause. Comment un prisonnier si bien gardé a-t-il pu se procurer tant de comprimés? Il n'était pas étroitement surveillé. Je l'ai déjà dit à la presse, nous ne pouvions maintenir le type de surveillance que nous avions mis en place pendant un temps. À sa sortie de l'hôpital, Gilmore retourne en prison. Là, il apprend que la Cour suprême a rendu son verdict en faveur de la peine de mort par 5 voix contre 4. L'exécution est fixée au 17 janvier 1977. La Cour suprême étant l'ultime arbitre, il ne pourra plus y avoir de recours. Gary Gilmore allait devenir la première personne exécutée aux États-Unis depuis 10 ans. Les 423 prisonniers détenus dans les quartiers des condamnés à mort retiennent leur souffle.
la peine de mort fait son retour. Gilmore veut absolument revoir Nicole. Bien que des visiteurs les aident à entretenir une correspondance clandestine, il éprouve un désir irrésistible de voir et de parler à quelqu'un qu'il aime et dont il est aimé. Il jure que tant que les autorités empêcheront Nicole de venir le voir, il mettra tout en œuvre pour devenir un véritable fléau. Monsieur Hatch, que comptez-vous faire en ce qui concerne la sécurité? Eh bien, Gilmore sera placé à l'infirmerie de la prison sous la surveillance d'un gardien 24 heures sur 24. Il sera gardé constamment, il ne sera autorisé à aucun contact et ne recevra aucune visite, quelle qu'elle soit. Il sera en semi-isolement. À mesure que se rapproche le jour de l'exécution, la sécurité se renforce au sein de la prison. Hors des bâtiments, les prisonniers ne peuvent plus se déplacer que les pieds munis de chaînes et les menottes aux poignets. La commission des peines se réunit pour nommer le peloton d'exécution et effectuer les derniers préparatifs. La commission certifie que l'exécution s'effectuera dans la dignité et le respect du détenu, ainsi que de sa famille, en tenant compte des circonstances et conformément à la loi. D'autre part, pour des raisons évidentes de sécurité, aucune information ne sera divulguée concernant le lieu de l'exécution, les identités du peloton d'exécution et le nombre de témoins. Lorsque Gilmore communique les noms des 5 personnes qu'il souhaite comme témoins lors de son exécution, celui de Nicole figure en tête. Encore convalescente, Nicole n'en sera jamais informée. En effet, le personnel hospitalier ainsi que les autres malades ont reçu l'instruction formelle de ne mentionner le nom de Gilmore, sous aucun prétexte. Gary Gilmore ne reverra jamais Nicole Baker. Monsieur Smith, directeur de la prison, tient la presse informée des préparatifs de l'exécution. Il n'y a pas eu de problème important. Peut-être une certaine nervosité dans le quartier de haute sécurité où se trouve Gilmore. Les rapports avec les détenus sont plus tendus, plus difficiles. Nous avons envisagé 2 lieux d'exécution, un lieu principal et un de repli. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Le remplacement est tenu secret. Nous souhaitons que tout se passe le plus calmement possible et avec le minimum de complications. C'est la raison pour laquelle nous ne vous en dirons pas davantage. En ce dimanche 16 janvier 1977, la prison d'État de l'Utah se voit encerclée dès le crépuscule. Des équipes de télévision épient les moindres allées et venues, tandis que des efforts désespérés sont mis en œuvre pour tenter de retarder l'exécution. À l'intérieur de la prison, une conserverie désaffectée a été choisie comme lieu d'exécution. Alors que la soirée avance, des officiers de la prison se rassemblent. Le mandat d'exécution officiel est remis au directeur Smith. À 22 heures, l'Union des libertés civiques obtient une audience avec le juge dans le but d'obtenir un sursis, cette fois au motif que cette exécution serait faire un très mauvais usage de l'argent des contribuables. À 1 heure du matin, le juge accède à leur demande. L'exécution semble alors être retardée d'10 de jours au moins. En apprenant cette nouvelle, Gilmore devient furieux.
Il offre de payer lui-même son exécution avec les avances sur recettes d'un livre et d'un film sur sa vie. Les avocats des groupes de protestation accueillent cette décision comme un grand succès. Manifestement, le juge s'est penché attentivement sur la loi. Je pense que sa décision est une décision raisonnée et convenable. Tandis que les représentants de l'État préparent leur contre-attaque et que la prison subit quelques désordres, Gary Gilmore est autorisé à convier quelques amis à dîner. La nourriture est fournie par les cuisines de la prison et l'alcool apporté clandestinement coule à flot. Gilmore se voit accorder le droit de contacter une station de radio. Il se fait passer ses chansons préférées et parle même à son idole, Johnny Cash. Les représentants de l'État agissent rapidement afin que l'exécution reprenne son cours. À 5 heures du matin, ils envoient une équipe d'avocats au tribunal de Denver pour tenter de renverser la décision prise par le juge. Le directeur et ses conseillers poursuivent leurs préparatifs, se tenant prêts pour l'exécution dans le cas où l'équipe d'avocats obtiendrait gain de cause. À 6h50 du matin, le tribunal décide que le sursis précédemment accordé n'a aucun fondement juridique et ordonne au peloton d'exécution d'accomplir son travail. Les autorités reçoivent la nouvelle avec soulagement, les débats juridiques sont enfin clos. Gilmore est emmené à la conserverie des affectés. Une fois solidement attaché à un vieux fauteuil de bureau, il tente à son oncle une montre cassée et arrêtée à 7h49, heure à laquelle il aurait dû mourir, et demande à ce qu'elle soit remise à Nicole. Un sac de toile recouvre sa tête et une cible en papier est épinglée sur sa poitrine. Sur ordre du directeur, les fusils résonnent. Il est 8h07. À l'extérieur, une manifestation silencieuse contre la peine capitale s'achève par des prières. Dans la salle de presse, un téléphone sonne. La décision du tribunal du 4e district de l'État de l'Utah a été mise à exécution. Gary Mark Gilmore est mort. Le corps de Gilmore est emporté afin de servir à des transplantations d'organes. Ses avocats et son oncle donnent une conférence de presse. Le premier à prendre la parole est Ronald Stanger. Lorsque je lui ai parlé ce matin, il a exprimé sa gratitude envers de nombreuses choses qui lui sont arrivées, ainsi que son grand regret pour les actes qu'il a commis. Puis l'oncle de Gilmore, Vern D'Amico, résume ses sentiments. Je voudrais dire que Gary, mon neveu, est mort comme il le souhaitait, dans la dignité. On emmène enfin l'énorme foule de journalistes et de photographes chargés de couvrir l'affaire sur le lieu de l'exécution. Entre-temps, à l'hôpital, on découvre 2 noms tatoués sur le bras gauche de Gilmore. À l'épaule, le mot « maman » et sur l'avant-bras, « Nicole ». Le peloton était composé de 5 tireurs, tous volontaires. Pourtant, le fauteuil n'est percé que de 4 trous. Dans l'un des fusils, une balle à blanc a été substituée à une balle réelle. De ce fait, si un des membres du peloton en arrivait à regretter son acte, il pourrait toujours soulager sa conscience en songeant qu'il pouvait être celui qui n'avait pas tué. Les orifices pour les fusils avaient été découpés dans un rideau de toile afin de préserver l'anonymat total. Dans ce fauteuil fut exaucé le plus grand souhait de Gary Gilmore, mourir.